On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme, un adage, plus qu'une vérité qui est vérifiée lorsqu'il s'agit de détecter des tumeurs cancéreuses. L'Institut Curie et une entreprise de dressage de la région du Limousin se sont lancés dans un pari fou, démontrer que ces tumeurs cancéreuses dégagent une odeur bien spécifique et celle-ci pourrait se ressentir à travers la sueur. Le flair du chien servirait à dépister une éventuelle apparition de la maladie. Toutes les explications dans ce reportage. Thor est fébrile. Ce berger malinois de 24 mois a hâte d'aller s'entraîner. Tout se passe derrière cette porte interdite aux caméras. Voilà, le nez, encore le nez, encore ton nez. Très bien. Thor n'est pas un chien comme les autres. Depuis 2 mois, il apprend à détecter des cancers du sein grâce à son flair. Des lingettes sont imprégnées de sueur prélevée sur des malades ou d'échantillons de tumeurs et placés dans des cônes olfactifs qu'il faut reconnaître parmi des peaux neutres. Il ne voit pas ce qui se passe au fond du cône. Hein. C'est son odorat qui lui dit que, parce qu'on l'a travaillé dans ce sens-là, qui lui dit que là, il y a quelque chose que j'ai commencé à mémoriser et si je veux avoir mon objet de récompense, il faut que je me positionne, donc assis devant le cône. C'est un jeu. À raison de 15 sessions par jour, Thor, comme son complice Nikios, vont s'entraîner sur des centaines d'échantillons ces prochains mois. C'est ici, à l'Institut Curie à Paris, qu'est née cette recherche. Isabelle Fromentin est spécialisée dans les cicatrices et les plaies liées au cancer. Ces plaies, elles sentent mauvais. Le but de mes recherches était de comprendre pourquoi elles sentent mauvais pour trouver des solutions anti-odeur. Par toute l'expérimentation, on s'est rendu compte que certains composés volatiles odorants n'étaient sans doute pas liés à des phénomènes infectieux ou liés au métabolisme de chaque personne, mais étaient certainement émis par la tumeur elle-même. Pour la patiente, aucun contact avec l'animal qui s'entraîne en Haute-Vienne. L'Institut Curie fournit aux malades ce kit, un gel douche sans odeur, des lingettes et un pot stérile. La patiente place elle-même le tissu sur son sein toute une nuit. Une méthode douce qui pourrait révolutionner le dépistage du cancer du sein en France. Les 40% de femmes qui ne se font pas dépister dans les campagnes de dépistage gratuits pourront participer à ce protocole CADOG, parce qu'en fait les mammographies peuvent faire peur. Il y a la peur de la blouse blanche, il y a la mammographie, c'est douloureux. Les équipes se donnent 6 mois pour avoir les premiers résultats de l'expérimentation. Une recherche clinique de plus grande ampleur sera lancée si les résultats sont positifs. Aux États-Unis, une étude similaire menée sur le cancer de la prostate a montré un taux de réussite de plus de 90%. Les débouchés pourraient ensuite intéresser de nombreux pays en voie de développement, peu équipés en matériel de dépistage coûteux. Alors on vient de voir Jonathan Serrero, les chiens qui sont dédiés aux hommes, mais les hommes qui leur rendent bien. Et il y a d'ailleurs des fois de l'amour qui dépasse certaines limites, voire même certaines éthiques, puisque en Corée du Sud, eh bien, un laboratoire se charge de cloner le chien que vous avez aimé toute une vie et qui disparaît. Oui, le laboratoire Soham Biotech Research Foundation, un des leaders mondiaux de clonage d'animaux de compagnie, se charge depuis une décennie déjà de reproduire à l'identique des chiens morts. Pour cela, il prélève une cellule sur l'ancien chien, le chien original. Il transfère donc aussi son ADN dans une cellule œuf donneuse vidée de son matériel génétique. La fusion des cellules est ensuite obtenue par impulsion électrique. On prend enfin l'embryon pour le déposer dans une chienne porteuse qui accouchera du chien 2 mois plus tard. Ouais, alors c'est une technique de reproduction, on vient de le dire, qui pose quand même de gros problèmes d'éthique. En tout cas, ça semble plaire à une certaine clientèle quand même. Hein. Oui, le laboratoire attire des célébrités, des milliardaires et des princes aussi. Oui, parce que ça coûte cher. Hein. Oui, parce que ça coûte cher. Ça coûte tout de même 100 000 $ pour se payer ces chiens clonés. Tous viennent pour soulager leur souffrance d'avoir perdu ce qu'ils considèrent comme un être cher. Le directeur de recherche du laboratoire assure comprendre ce qui motive tous ses clients dans leur démarche. Je vous propose de l'écouter. Comme je suis coréen, je ne comprends pas certains aspects, mais quand je vois mes clients, ils sont sincères. En voyant les expressions sur leur visage, c'est comme s'ils retrouvaient leurs enfants disparus. Une déclaration quelque peu choquante. Vous avez parlé des questions éthiques. On sait que la pratique de clonage sur les animaux est fortement décriée en Europe, notamment. Le Parlement européen, d'ailleurs, interdit au mois de septembre 2015 le clonage d'animaux à des fins d'élevage ou d'alimentation. Mais en Corée du Sud, le clonage d'animaux est une pratique répandue et légale. La police coréenne a même commandé 37 chiots clonés en 2013. Certains de ces chiots ont été donc affectés au contrôle
contrôle des bagages de l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud. Le laboratoire coréen a aussi reproduit 5 exemplaires du chien qui est parvenu à sauver le dernier survivant du World Trade Center de l'attentat du 11 septembre 2001. Il faut savoir aussi enfin que le laboratoire coréen travaille en étroite collaboration avec son homologue chinois Boya Life, qui est considéré comme la plus grande usine de clonage du monde. Un laboratoire chinois qui projette et qui ambitionne ni plus ni moins de cloner 1 million de vaches d'ici l'horizon 2020. Oui, d'autant que c'est controversé parce que cloner le physique, c'est possible. En revanche, le psychique, ça c'est complètement indéfinissable. Donc on peut se retrouver avec le même chien, mais qui n'a pas du tout le même tempérament. Pas le même caractère du tout. Alors, les chiens donc, sont des fidèles compagnons aussi des forces de l'ordre. Leur flair dévastateur peut servir à débusquer brigands, trafiquants et autres valises remplies de drogue. Des chiens triés sur le volet qui subissent une période de formation très poussée pour devenir de fins ennemis à la recherche de stupéfiants et autres explosifs. On regarde. Équipé de son harnais, Tyson est prêt à travailler. Oreilles dressées, museau pointé, son objectif du jour, trouver de fines quantités de cocaïne et d'héroïne cachées dans un entrepôt industriel. Première mission réussie en quelques minutes pour ce berger belge malinois et son conducteur en formation au centre des unités cynophiles de la police nationale. Lui, ce qu'il cherche, c'est simplement son petit jouet, son boudin de jeu. Et pour nous, on sait qu'il cherche des matières stupéfiantes. Donc on lui a fait associer les molécules de matières stupéfiantes avec le boudin de jeu. Jouer également pour le récompenser pour ses trouvailles, un moment essentiel pour motiver l'animal et former une équipe chien-maître. Au terme d'une formation de 3 à 6 mois si tout va bien, Tyson deviendra un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, un atout devenu indispensable pour les hommes sur le terrain. Outre les chiens stupéfiants, le centre forme également des chiens de patrouille comme Figo. Destinés à maîtriser des agresseurs lors de prises d'otages par exemple, ils doivent obéir aux ordres très précis donnés par leur conducteur, une symbiose indispensable. Ça reste plus dissuasif. Les personnes qu'on a en face de nous, en face des chiens, ne peuvent pas dialoguer avec le chien, donc forcément ça a un impact dissuasif conséquent sur la voie publique. On considère souvent un chien peut remplacer, on va dire, au niveau d'un impact dissuasif, 2 à 3 collègues. Autre lieu improbable d'entraînement, un centre technique autoroutier. C'est ici que ces policiers ont caché quelques grammes d'explosifs. Arès et Arcos poursuivent une formation qui se veut plus exigeante. Les explosifs émettent beaucoup moins d'odeur que la drogue et leur approche est beaucoup plus dangereuse. La différence essentielle entre un chien de recherche d'explosifs et un chien de stupéfiant, c'est qu'on va demander aux chiens explosifs un calme lors de la découverte pour ne pas, bien sûr, entrer en contact avec la matière explosive, ce qui pourrait être dangereux. Donc les chiens stupéfiants ont un marquage actif, c'est-à-dire qu'on va les faire gratter et mordre à la découverte. Et les chiens explosifs vont se mettre en position assis ou couché en fonction du chien et de la zone de travail. Une position qui n'est pas innée. De fait, les chiens explosifs ont un caractère beaucoup plus docile. En tout, près de 551 chiens font partie des effectifs de la police en France. Alors Samuel, on vient de le voir dans le reportage, les chiens qui sont très appréciés par les forces de police, mais pas seulement, même ceux qui sont derrière les barreaux aiment avoir la visite des chiens, un apport psychologique et affectif important. Du soutien, tout à fait, ouais, la preuve avec cette expérience dans la prison hongroise de Debrecen où plusieurs heures par semaine, en fait, des détenus deviennent les maîtres d'un groupe de chiens abandonnés. La mission n'est pas seulement de dresser ces chiens pour qu'ils apprennent à obéir aux ordres, mais surtout que des liens de confiance et d'affection se tissent entre eux et apparemment ça fonctionne, écoutez-les. Ici, on essaie de les socialiser. Et c'est bien pour nous aussi parce qu'ils nous apportent tout autant qu'on peut leur donner. Ce sera plus facile de se réadapter à la vie civile et aux autres quand on sortira. Sans ce programme, ce groupe de bergers du Caucase aurait très peu de chances d'être adoptés. Leur destin est finalement assez proche de celui des prisonniers. Ils s'aident les uns les autres à aller dans la bonne direction. Alors selon l'administration pénitentiaire, les effets bénéfiques du programme se font même ressentir dans la vie quotidienne. Le personnel de Debrecen a constaté une amélioration du comportement des prisonniers maîtres chiens, une lueur d'espoir pour ces détenus qui doivent souvent lutter pour retrouver une place dans la société à leur sortie de prison. On écoute justement le directeur de cette prison.
Un prisonnier qui travaille avec les animaux apprend à gérer avec confiance ses relations avec les gens et les autres prisonniers. Tout cela les aide au final à se réintégrer dans la société et à reconstruire des liens familiaux et sociaux. Alors on l'a vu dans Scandale dernièrement d'ailleurs, ce sujet pour les détenus, le chien peut se mettre au service de l'homme, la réciproque est aussi vrai. Dans l'enfer des violences terroristes de Karachi au Pakistan, les chiens errants sont victimes d'abattage sauvage. Pour les protéger du chaos, des équipes de bénévoles et de vétérinaires s'efforcent d'améliorer leur prise en charge et leur assurer un abri. Le sujet d'Éric Aldezos. Nous sommes à Karachi, au sud du Pakistan, la plus grande ville et le poumon économique du pays. Dans cette mégalopole de plus de 20 millions d'êtres humains, une autre espèce prolifère et tente d'imposer sa présence, la population canine. Une population canine principale victime de la terreur quotidienne qui règne dans le pays ces dernières années. Aujourd'hui, c'est environ 35 000 chiens qui errent dans les rues de Karachi. Face à la colère des habitants exaspérés par les nuisances sonores et autres agressions, la majorité d'entre eux terminent dans les abattoirs sauvages mis en place par les autorités. Nous administrons des médicaments pour abattre les chiens errants dans les quartiers où ils dérangent les femmes et les enfants. La KMC a toujours cherché à trouver un autre moyen de garder les chiens en vie, mais malheureusement nous devons prendre des mesures extrêmes à cause des inquiétudes dans la ville. Face à ces abattages massifs, des associations de bénévoles et de vétérinaires ont mis en place des centres d'accueil. Médecins et organisations pensent qu'il existe d'autres solutions pour vaincre la surpopulation des chiens errants. On œuvre pour une façon humaine de limiter le nombre d'animaux. Le principal objectif est d'attraper les animaux des rues, les vacciner, les stériliser, puis les relâcher après 6 jours. D'après un rapport de l'OMS daté de 2010, le Pakistan demeure le principal pays au monde touché par la rage, une maladie mortelle en cas de non-traitement. Le pays compte chaque année 15 000 cas de morsures de chiens.